Chaque nuit, à l'est, un point rouge s'élève dans le ciel. Il ne scintille pas comme les étoiles. Il ne bouge pas comme elles non plus. Deux petites lumières l'accompagnent, invisibles à l'œil nu, mais bien réelles. Elles tournent autour de lui à une vitesse que rien d'autre, nulle part ailleurs dans notre système solaire, n'égale. L'une d'elles traverse le ciel en quelques heures à peine. Elle se lève à l'ouest. Elle se couche à l'est. Elle bouge comme une chose vivante, pas comme un astre figé dans sa course. Ce monde s'appelle Mars. Et il y a plus de 2000 ans, un texte ancien, écrit bien avant que quiconque possède un télescope, bien avant que l'idée même d'une planète existe telle que nous la comprenons, décrit un monde lointain couvert de poussière rouge, sans pluie, à l'air si mince qu'il rappelle le souffle au sommet d'une longue montée. Un monde où l'eau ne coule pas, mais se cache, prisonnière de la roche. Cette description ne vient d'aucun télescope moderne. Elle vient d'un texte religieux, longtemps mis de côté, longtemps ignoré par la tradition savante occidentale. Alors, une question se pose, simple et dérangeante à la fois. Comment un texte vieux de plus de 2000 ans peut-il décrire, avec une telle précision, un monde que la science n'a confirmé que des siècles plus tard? Coïncidence troublante? Interprétation forcée? Ou simplement la preuve que les anciens observaient le ciel avec bien plus d'attention qu'on ne le pense? C'est cette question que nous allons explorer aujourd'hui. Pour comprendre d'où vient cette description, il faut remonter à une tradition de textes anciens, écartés très tôt de la Bible officielle, les écrits attribués à Enoch. Ces textes ne racontent pas seulement des histoires de la terre. Ils décrivent aussi les cieux, les astres, et ce que l'auteur appelle d'autres mondes, des lieux visibles depuis la terre, mais distincts d'elle. Ces passages cosmologiques ont toujours été parmi les moins étudiés de toute la tradition d'Enoch. Pendant des siècles, les commentateurs les ont traités comme des métaphores poétiques, sans grande importance, presque des digressions. Ces écrits ont survécu de deux façons. D'abord, dans une version éthiopienne complète, conservée précieusement dans des monastères. Ensuite, dans des fragments plus anciens, découverts au XXe siècle parmi les manuscrits de la Mer Morte, écrits dans un araméen bien plus proche de l'original. Dans ces pages, un monde revient plusieurs fois. Le texte ne lui donne pas un nom scientifique. Il l'appelle simplement le monde rouge. Et il parle d'êtres qu'il aurait habité avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, un lieu vide, silencieux, hostile à toute vie. Ce que nous allons faire maintenant, c'est simple. Poser ces descriptions anciennes à côté de ce que la science sait réellement de Mars aujourd'hui. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour observer, point par point, à quel point elles se ressemblent, et se demander ce que cette ressemblance signifie vraiment. Parce qu'avant de juger si c'est une coïncidence ou autre chose, il faut d'abord regarder les faits, un par un. Premier élément, la surface elle-même. Le texte décrit un monde couvert de poussière rouge, la couleur du sang séché, où la pluie n'existe pas et où l'air se fait si rare qu'il devient difficile à respirer. Aujourd'hui, nous savons que Mars est recouverte d'oxyde de fer, de la rouille, littéralement, qui donne à sa surface cette teinte si particulière. Son atmosphère est près de 100 fois plus fine que celle de la Terre. Il n'y pleut jamais. Ces trois détails, réunis dans une seule phrase d'un texte antique, ne relèvent pas du hasard isolé. Ils forment un ensemble cohérent, précis, presque clinique. Deuxième élément, plus surprenant encore, l'eau. Le texte affirme que sous la surface de ce monde, l'eau existe toujours. Non pas à l'air libre, mais prisonnière de la pierre, cachée, immobile. Pendant longtemps, cette idée a semblé purement symbolique. Puis, en 2018, un radar européen en orbite autour de Mars a détecté quelque chose d'inattendu. Une vaste étendue d'eau liquide, enfouie sous près de 2 km de glace, au pôle sud de la planète. De l'eau, cachée dans la roche, exactement comme le texte le décrivait des siècles plus tôt. Troisième élément, le plus troublant peut-être, le ciel lui-même. Le texte parle de deux lumières qui ne sont pas des étoiles, se déplaçant trop vite pour en être, tournant sans relâche autour du monde rouge, nuit après nuit. Mars possède exactement deux lunes, Phobos et Deimos. Et Phobos se comporte d'une manière unique dans tout notre système solaire. Elle orbite si rapidement qu'elle traverse le ciel martien en quelques heures à peine, se levant à l'ouest pour se coucher à l'est. Vue depuis la surface, elle ne ressemble pas à un astre lointain et immobile. Elle bouge, visiblement, distinctement, comme quelque chose de vivant. Trois détails. Trois confirmations scientifiques, obtenues des siècles, parfois des millénaires après l'écriture du texte. Pris séparément, chacun pourrait n'être qu'une coïncidence heureuse. Mais réunis dans un seul et même passage, ils dessinent quelque chose de plus difficile à ignorer. Soit une observation extraordinairement précise, soit une coïncidence extraordinairement précise elle aussi. Le texte ne s'arrête pas à décrire ce monde. Il raconte aussi ce qui lui est arrivé. Il parle d'un événement qu'il appelle un jugement.
le même mot utilisé ailleurs dans la tradition pour décrire le déluge biblique. Mais ici, la punition ne prend pas la forme de l'eau qui monte. Elle prend la forme d'un dépouillement. Le texte dit que la protection du monde lui a été retirée. L'air s'est raréfié. L'eau s'est retirée dans la pierre. La surface s'est retrouvée exposée à une chaleur, un froid et un rayonnement qu'aucune vie n'aurait pu supporter. Ce que la science raconte aujourd'hui n'est pas si différent, dans sa mécanique, seulement dans son échelle de temps. Il y a environ 4 milliards d'années, le champ magnétique de Mars s'est effondré. Sans ce bouclier invisible, la planète a perdu sa défense naturelle contre le vent solaire. Lentement, sur des centaines de millions d'années, ce vent a arraché l'atmosphère martienne, couche après couche. L'air s'est aminci. L'eau liquide a disparu, absorbée par la glace et la roche. Et la surface est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, rouge, exposée, silencieuse. Il faut être honnête ici, ce processus s'est étalé sur des centaines de millions d'années, pas sur quelques jours ou quelques générations. Un texte ancien, transmis oralement puis copié à la main pendant des siècles, ne pouvait évidemment pas raconter cette histoire comme un témoin oculaire l'aurait fait. Ce qu'il propose ressemble davantage à une condensation poétique, une manière humaine de raconter, en quelques phrases, un processus que la science elle-même n'a mis au jour qu'à l'aide de sondes spatiales et de décennies de mesures. Ce qui frappe, ce n'est donc pas l'idée d'un récit historique littéral. C'est la direction du récit, un monde protégé, une protection arrachée, un monde laissé nu face au ciel. Une intuition, formulée sans les mots de la science, mais alignée avec ce que cette science a fini par démontrer. Ce lien entre le texte ancien et le monde rouge ne s'arrête pas à l'atmosphère ou à l'eau. Il s'étend jusqu'à la surface elle-même. Et c'est là que le mystère devient plus difficile à trancher. En 1976, la sonde américaine Viking 1 a photographié une région martienne appelée Cydonia. Parmi les images renvoyées, une formation d'environ 3 km de long a immédiatement attiré l'attention. Sous cet angle précis, avec cette lumière précise, elle ressemblait à un visage humain. La position officielle est arrivée rapidement, et elle est restée constante depuis. Un simple jeu d'ombre et de relief, un effet d'optique bien connu appelé pareidolie. Cette tendance naturelle du cerveau humain à reconnaître des visages là où il n'y en a pas. Des images bien plus détaillées, obtenues en 1998 par la sonde Mars Global Surveyor, ont largement confirmé cette explication. De plus près, la face ressemble surtout à une colline érodée, sans trait particulièrement organisé. Pourtant, le débat n'a jamais totalement disparu. Dans cette même région de Cydonia, certains chercheurs indépendants ont identifié un ensemble de collines et de mésas dont l'agencement, selon eux, suit des rapports géométriques trop réguliers pour être purement naturels. D'autres scientifiques répondent que l'érosion, combinée à l'illusion d'optique et à l'envie humaine de trouver de l'ordre dans le chaos, suffit amplement à expliquer ces formes. Aucun consensus définitif n'existe. Les images sont publiques. Les analyses, elles, restent marginales, rarement financées, rarement approfondies par les grandes institutions scientifiques. Est-ce simplement la roche, façonnée par des milliards d'années de vent et de poussière ? Ou existe-t-il, dans cette région précise, quelque chose que nous n'avons pas encore pris la peine d'examiner sérieusement? La question reste ouverte. Et c'est peut-être là, justement, que réside tout l'intérêt de cette histoire. Revenons à ce point rouge, là-haut, à l'est. Il est là, ce soir encore. Il sera là demain. Il y était bien avant que le premier télescope existe, bien avant que quiconque sache que la Terre elle-même n'était qu'une planète parmi d'autres. Des générations entières l'ont observé sans jamais poser le pied ailleurs que sur leur propre sol. Et pourtant, certaines d'entre elles ont laissé des mots qui, aujourd'hui, résonnent étrangement avec ce que nos sondes et nos radars ont fini par confirmer. Il faut le dire clairement, une dernière fois. Rien de tout cela ne prouve qu'une civilisation ancienne ait un jour marché sur Mars, ni que les auteurs de ces textes aient réellement observé cette planète depuis sa surface. Ce que nous avons ici, ce n'est pas une preuve. C'est une convergence, troublante, certes, mais une convergence tout de même, entre l'imagination poétique d'un peuple ancien et les découvertes patientes de la science moderne. Et peut-être que c'est précisément cela, le plus fascinant. Non pas l'idée d'un secret caché, mais la preuve que l'observation humaine, même sans instrument, même sans les mots justes, a toujours cherché à comprendre ce qui brille au-dessus de nos têtes. Les anciens n'avaient ni sonde ni radar. Ils avaient le ciel, la patience, et le besoin de raconter ce qu'ils y voyaient sous forme d'histoire, de mythes, de jugements divins. Nous avons les technologies pour vérifier certains de leurs récits. Et parfois, contre toute attente, ces récits tiennent la route. Alors la prochaine fois que ce point rouge apparaîtra dans le ciel nocturne, silencieux et immobile en apparence, on pourra se souvenir de tout cela. La poussière, l'eau cachée, les deux lunes rapides, le bouclier disparu, les formations encore débattues à sa surface. Et peut-être se poser, sincèrement, cette question. Combien d'autres récits anciens,
aujourd'hui oubliées ou écartées comme de simples légendes, attendent encore que la science les rattrape? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.